Hey coucou, j'espère que tu vas bien, j'avais envie de te parler aujourd'hui de la série The Mandalorian. Que j'ai adoré, hein. Ah voilà, on ne fait pas de suspense ni rien du tout. Alors petit disclaimer, je ne suis pas une fan historique de Star Wars, bon j'ai tout vu etc, mais je suis pas hyper connaisseuse, j'ai pas retenu tout l'univers, tous les noms, tout le bordel et tout, donc s'il y a des gros nerds de Star Wars qui passent par ici, ne me démontez pas, moi je suis en mode chill avec ma petite communauté, je partage les séries que je regarde, etc. Et là j'avais juste envie de te parler de The Mandalorian parce que j'ai adoré visionner cette série. Alors là je suis en plein milieu de la saison 2 parce qu'on ne peut pas binger cette série puisqu'il lâche un épisode tous les vendredis, donc on est à l'épisode 6 je crois de la saison 2 au moment où je vous parle. Alors je vous lis le petit résumé de la série. Donc pour ceux qui connaissent bien Star Wars, dans la chronologie The Mandalorian ça démarre entre l'épisode 6, donc le retour du Jedi, et l'épisode 7, le retour de la Force, donc au moment de la chute de l'Empire et de l'émergence du Premier Ordre. Dans cette série, on suit les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Alors, pour être sincère avec vous, dans The Mandalorian, il ne se passe pas grand chose au niveau du scénario. Beaucoup de personnes peuvent critiquer cet aspect de la série et trouver qu'il ne se passe absolument rien, mais je trouve que c'est complètement adapté à l'univers qu'ils ont voulu poser dans cette série. Cette série est un joyeux mélange d'énormément d'univers cinématographiques, évidemment principalement de l'univers de Star Wars, mais également des films de western, des films de samouraï, et on retrouve tous ces codes là, et d'ailleurs soit dit en passant, les rythmes assez lents, la lenteur, fait partie intégrante des codes du western. Donc la série est produite par Jon Favreau qu'on connaît notamment pour Iron Man, ou pour Le Livre de la Jungle, ou pour Le Roi Lion en animation, mais je trouve qu'ils ont fait un travail absolument fantastique, et je crois que ma vision là elle est encore plus, je vais pas dire plus biaisée, mais ça m'a donné encore plus d'amour pour la série, parce que j'ai regardé sur Disney+, si vous me suivez sur Instagram, j'ai un petit peu partagé, j'ai regardé tout le making of en fait de The Mandalorian. Alors même si c'est clairement Disney+, qui parle d'une série de Disney+, qui fait de l'auto-promo, etc. Enfin, c'est bon, je suis pas aveugle. Mais quand même ça se ressent en fait dans la série que c'est fait par des fans de Star Wars, par des réalisateurs qui sont de la génération Star Wars, qui ont grandi avec les premiers épisodes et qui ont, pour certains en fait, voulu faire ce métier en voyant Star Wars en étant petits, donc ils ont tous plus ou moins accompli un rêve en réalisant et en travaillant sur la série The Mandalorian. Et concernant la figuration, pour un des épisodes du Mandalorian, ils ont fait appel à la 501ème. Donc la 501ème, c'est un groupe de fans qui, en gros, sont des cosplayers, quoi, parce qu'ils reproduisent à l'identique tous les costumes impériaux de l'univers Star Wars. Donc ils ont une armée de Stormtroopers. En 2008, ils étaient 4000. C'était genre le plus gros fan club, quoi. Les mecs sont rentrés dans le Guinness Book. Donc la plupart du temps, ils sont dans les conventions et ils représentent un peu l'univers Star Wars. Ils sont même en lien direct avec Lucasfilm, qui souvent va faire appel à eux pour des œuvres un peu de charité, dans les hôpitaux, etc. Ou vraiment quand il y a des animations en rapport avec Star Wars. Et souvent, en fait, ils sont appelés comme ça, mais ils savent même pas vraiment où est-ce qu'ils mettent les pieds. Et ils se sont retrouvés sur le tournage du 7e et 8e épisode de la première saison du Mandalorian. Comme ça. Ce rêve ultime de fan. Non mais moi, en tant que meuf à tendance fan, je n'imagine même pas le goal que ça a été pour eux. Ils ont joué dans un Star Wars, les gars, quoi, c'est un truc de malade. Ils devaient être tellement heureux, enfin, on les voyait, les sourires, ils étaient tellement sincères quand ils étaient sur le tournage et quand ils étaient dans les décors de la série. C'était magnifique à voir. Alors je ne sais pas vous, mais moi, voir des gens accomplir leur rêve de gosse, avec le smile jusqu'aux oreilles, l'étincelle dans les yeux, ça me met en joie comme pas possible. Et je trouve que c'est une des séries qui est la plus proche de l'univers de Star Wars mais sans copier. Et alors ils le disent dans le documentaire, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment remarqué. Il se passe pas grand chose dans le sens où c'est tout simplement donc un chasseur de primes qui a une mission. Normalement il remplit juste ses missions, il cherche pas à savoir. Là sa mission c'est de récupérer un petit être de l'espèce de Yoda et de le ramener à d'autres personnes. Sauf qu'il est à un moment de sa vie où il ne se sent pas de faire ça. Du coup il reprend le bébé Yoda, il prend la fuite, ce qui fait qu'il a sa tête mise à prix de partout. Il est poursuivi partout dans la galaxie. Il doit à chaque fois bouger, changer d'endroit, il peut pas du tout rester au même endroit longtemps. Derrière Baby Yoda, il y a 5 personnes. On retrouve d'abord Jason Matthew qui s'occupe uniquement d'animer ses yeux. On retrouve également Trevor Hensley qui s'occupe principalement des mouvements du haut du corps et de la tête. Hiroshi Kan Ikushi qui s'occupe principalement des oreilles et de la bouche. Mike Manzel qui s'occupe des mouvements du corps, du déplacement de sa démarche, mais également de ses bras. On le voit d'ailleurs dans le making of, il a des petites baguettes qui sont accrochées au centre de ses mains et il anime le personnage pour le faire se déplacer vraiment à l'instar d'une marionnette. Tamara Carlson Woodard qui s'est occupée des costumes et qui s'occupe également de faire les changements de marionnettes en fonction des séquences. Ils n'en ont pas parlé dans le making of, mais on peut probablement rajouter une 6e personne qui a probablement inventé tout l'univers sonore qui sort de ce petit être de l'espèce de Yoda. Et tout ce beau monde reçoit le script en avance comme n'importe quel acteur, et le réalisateur dirige d'ailleurs cette petite marionnette comme il le ferait avec n'importe quel acteur.
Pendant les 2 saisons de la série, il ne fait que voyager, changer d'endroit, fuir un peu les lieux où il se trouve, puisque de toute manière sa tête est mise à prix et il est pourchassé. Ce que j'aime dans toutes ces références à l'univers Star Wars, c'est qu'ils n'ont donc pas cherché à copier le film original, ils ont cherché beaucoup plus loin, entre guillemets, ils sont allés vraiment comprendre les références qui avaient inspiré les gens qui travaillaient sur les films Star Wars de l'époque. Ils sont allés fouiller justement du côté des samouraïs, ils sont allés voir par exemple tout ce qui est tous les blasters, le design des armes, etc. dans Star Wars ont été inspirés par certaines armes de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup ils sont revenus à la source, ils sont allés regarder ces armes et ils ont créé de nouvelles armes à partir des inspirations de celles des films. Et ça je trouve que d'un point de vue créatif c'est hyper riche. Et d'ailleurs on retrouve tout ce qui est un peu espèce alien, chelou, un peu cheap, tous les droïdes qui sont faits je sais pas à partir de bouilloire ou de glacières ou de trucs comme ça, de la cuisine et qui sont juste salis et refaits. Enfin ça c'est vraiment quelque chose que je trouve au cœur de l'univers Star Wars et qu'ils ont vraiment réussi à reproduire dans The Mandalorian. Le cockpit du X-Wings dans lequel ont été tournées certaines scènes du Mandalorian est en réalité le vaisseau qui est présent dans le décor du Galaxy Edge à Disney à Orlando en Floride. Ils étaient tous assez choqués qu'il n'y ait quand même pas de X-Wings disponible en Californie pour les tournages. Ils ont dû entièrement le désosser parce qu'il y avait des structures en acier qui permettaient de le renforcer et de le protéger des tempêtes dans le parc. Mais c'est vraiment celui-là qu'ils ont utilisé pour la série. Ils ont utilisé un procédé qui est vraiment bluffant de vérité. Moi j'ai cru qu'il y avait beaucoup de décors et en fait il y en a pas tant que ça non plus. Ils sont allés un petit peu au-delà de la technologie du fond vert parce qu'en gros ils ont utilisé des écrans qui sont sphériques, ils appelaient ça le volume, et c'est un écran qui fait tout le tour, qui fait également le plafond, et c'est un écran géant à 360 degrés avec le plafond et tout qui diffuse les images des décors, ce qui fait que d'une, les acteurs sont complètement immergés dans l'univers. Donc ce que je trouve déjà extrêmement intéressant d'un point de vue du jeu, ça ne fait que upgrader un peu le jeu des acteurs parce qu'ils ont moins à inventer, ils ont moins à se projeter dans un univers parce qu'ils sont déjà vraiment dedans, donc c'est plus facile pour eux de mieux jouer et d'être dans leur personnage. Ensuite d'un point de vue purement technique, le personnage principal est en armure, donc en armure un peu réfléchissante en métal, donc au niveau des reflets, au niveau des lumières on a quelque chose de beaucoup plus joli puisqu'on se tape pas le fond vert avec des retouches etc. Ensuite la bande originale est extraordinaire. Elle a été... Ah merde, faut que je retrouve le nom du type là quand même. Elle a été composée par Ludwig Göransson qui a également travaillé sur le film Tenet. C'est vraiment, alors lui j'ai été bluffée par lui, surtout l'épisode du making of où on le voit un petit peu travailler. Là c'est vraiment le même procédé, alors il pouvait pas copier la musique de John Williams de toute manière, on est quand même sur un level difficilement dépassable voire inatteignable. Et ce mec là il a réussi la prouesse de recréer un univers extrêmement riche et puissant. Il y a cette musique presque chamanique avec des tambours, avec des flûtes alto. T'arrives en fait à ressentir ce côté solitaire du Mandalorien et ce côté puissant tu vois, déterminé en fait, pas méchant mais déterminé. Et puis la puissance de l'orchestre symphonique, parce qu'ils ont aussi quand même enregistré avec un orchestre symphonique, etc. Le mec il a tout fait enregistrer avec des procédés des années 70, etc. Il s'est vraiment tenu le plus loin possible de tout ce qui était digital. Alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, chacun son école, mais bon en tout cas il y avait une démarche extrêmement intéressante derrière tout ça. Et c'était à nouveau vraiment passionnant de découvrir tous les coulisses de la création de la bande originale sur Disney+. Alors oui, après il y a un côté voilà très Disney, le bébé Yoda il est trop mignon, etc. Bon, ils ont clairement réussi leur coup, hein, ça on va pas se le cacher. Mais moi franchement par rapport aux 2 derniers Star Wars que j'ai vus, où j'étais quand même vachement déçue, il y avait des trucs qui étaient pas très beaux, même des trucs en 3D qui sont pas ouf, alors je parle au niveau du scénario mais je parle aussi au niveau de la réalisation. Et là, pour moi en fait, The Mandalorian c'est vraiment la continuité et c'est ce que je voudrais voir déjà d'un point de vue visuel dans les nouveaux Star Wars et c'est pas ce que j'ai. J'ai vraiment été déçue des derniers opus, alors pas, je suis pas non plus, je crée pas au scandale, je dis pas que c'était la cata. Enfin je sais pas, là il y a une ambiance hyper riche, je suis à fond dedans. Une fois que j'aurai terminé la saison 2, j'ai envie de revoir la saison 1 du coup pour m'en réimprégner maintenant que j'ai vu leur manière de travailler aussi. Ça m'a vachement touchée. Et ils ont également réussi à distiller un peu d'humour, mais vraiment l'humour que j'adore et enfin je ris quand même aux éclats, tu vois, c'est pas juste des sourires, je ris aux éclats au moins 1 ou 2 fois par épisode parce qu'ils le mettent vraiment au bon moment et la juste dose. Ils sont très très forts sur ça et c'est à chaque fois de l'humour presque un peu de l'humour de film muet, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce côté un peu humour de situation absurde qui se passe complètement de dialogue. Alors il y a aussi de l'humour dans les dialogues, dans les répliques, mais à chaque fois ils arrivent à mettre de l'humour là où il y en a pas pour des fois dédramatiser une situation, mais des fois juste pour réhumaniser un petit peu le personnage qui est hyper froid. Parce que bon, la caractéristique aussi du héros qui est joué par Pedro Pascal, qui était un des personnages de Game of Thrones d'ailleurs.
D'ailleurs, Pedro Pascal plutôt modeste parce qu'il auditionnait initialement pour un second rôle, ou alors une espèce un peu bizarre dans l'univers de Star Wars, mais pas du tout pour le premier rôle. Et finalement, c'est pour le rôle du Mandalorian qu'il était casté. C'est qu'il ne retire jamais son casque. Donc ça, c'est aussi une prouesse de ce côté-là, parce que parfois t'as des scènes où t'as un type en armure, avec un animatronique, donc bébé Yoda, un deuxième personnage qui est un vrai acteur, mais qui a un masque, qui est un masque animatronique, donc qui est un masque animé. Le personnage de Quill, qui fait partie de l'espèce des Huguenots, qui du temps de l'Empire était réduit à l'esclavage, est interprété par une femme, mais pas que. C'est donc Misty Rosas qui endosse le costume de Quill et qui donc interprète toute sa démarche et sa manière de se mouvoir. La voix quant à elle est interprétée par Nick Nolte, mais son masque est également un animatronique qui est commandé par une tierce personne à l'instar de Baby Yoda. Imaginez le bordel que c'est pour à la fin créer un personnage aussi cohérent quand il y a 3 entités qui créent un seul et même personnage. En fait, tu te retrouves avec des scènes où t'as pas de jeu de regard, t'as presque pas d'humain sur le plateau, et ils arrivent à dégager des sentiments, des émotions, de l'humanité, par des attitudes, par des ambiances, par la musique, par le passif du personnage, et ça, je trouve que mine de rien, c'est une prouesse technique. Alors je sais qu'elle est quand même pas mal critiquée cette série, il y a des gens qui... Enfin moi j'ai lu un petit peu de critiques là sur Sens Critique, il y a des gens qui sont là, genre là c'est du fanservice, ah Jon Favreau il a pas fait un seul film qui est potable, gna gna gna, mais personnellement vous m'enlèverez pas le fait que cette série est magnifique, que je sais plus combien de temps ça dure, 45 minutes un épisode, un truc comme ça, je trouve que ça passe ultra vite. Moi quand ça se termine, j'ai le sourire parce que ça m'a touché, quand ça commence, j'ai l'excitation parce que je retrouve l'univers de Star Wars et qu'il y a des trucs magnifiques, et je trouve que pour toutes les choses que j'ai énoncées avant, c'est une série extrêmement réussie. Bref voilà, c'est la petite vidéo dédiée à une série, je l'ai fait pour Emily in Paris, donc aucun rapport, parce qu'en fait je me sentais pas trop légitime à faire une vidéo dédiée sur une série, un machin. Là je me suis sentie un petit peu plus légitime parce que j'avais vu tout le making of et tout, donc je m'étais bien imprégnée quand même de l'univers et j'avais des choses à vous raconter. Mais souvent mes séries, je les glisse un peu dans mes vidéos favoris et du coup je trouve que ça passe à la trappe, et j'aimerais bien avoir des formats quand même un peu dédiés aussi, que je peux vous proposer en vidéo bonus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, à me dire si vous avez regardé Mandalorian, tout ça qu'on discute, et aussi dites-moi sur quelle série vous voulez que je fasse une vidéo un peu dédiée comme ça, en mode blabla tranquille. On n'est pas une chaîne de critique ciné, on n'est pas une chaîne d'analyse machin, je ne prétends pas ça, juste j'ai envie de discuter comme ça d'un sujet qui me plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon mois de décembre, salut!